parce que se développe de plus en plus le livre audio, les créations sonores originales, omnisonores, on appelle ça comme ça, on en parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses à explorer. Est-ce que ça se rapproche plus du livre, plus du cinéma? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que ça n'a rien à voir avec tout ça? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est du podcast? Voilà, c'est très nouveau finalement. C'est à la fois vieux comme le gramophone et finalement très très nouveau dans l'expérience que proposent tous ces formats omnisonores. Avec nous, Héloïse et l'Andalousie pour Audible Studio. Thomas Pinault, qui est fondateur de Audio Picture. Alors lui, il adapte des bandes dessinées en format sonore. Et Olivier Malnuit, le conseiller éditorial et narrateur du journal Technicart. Alors là, c'est pareil, un magazine en version sonore. Rédacteur en chef, moi je me connais, directeur sur PDG de... Voilà. Et donc, un magazine en format audio. Vous faites du livre audio, etc. On connaît un peu, même si on n'a pas écouté, on voit bien ce que c'est. Il y a un comédien qui lit le livre, et puis il est terminé. Vous allez beaucoup plus loin, puisque vous avez créé un format avec Alien, notamment, une adaptation d'Alien, en format omnisonore. D'abord, expliquez-nous un peu cette langue de l'omnisonore, de tout sonore, j'imagine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, création omnisonore, c'est quelque chose qu'on a inventé. Donc, ça existe déjà, il y avait une tradition de pièces radiophoniques en France, donc on a en soi rien inventé, mais le terme nous semble beaucoup plus pertinent aujourd'hui, parce qu'on est sur un format omnisonore, c'est-à-dire tous les sons. Donc, comme vous le disiez, sur le livre audio, il y a souvent un narrateur, deux narrateurs, voire trois. Okay. Mais là, on est sur un casting de 14 acteurs, et surtout, on est dans une expérience immersive. Donc, c'est vraiment la reproduction en audio de quelque chose qu'on appelle 3D au cinéma. Donc, on a tous les sons qui nous entourent, et là, on parle de l'habillage sonore, des bruitages du film, par exemple, et des voix des personnages. D'accord, mais Alien, c'est quand même le film par excellence qui demande un visuel, des effets spéciaux d'ailleurs, qui était révolutionnaire à l'époque. C'est vraiment de l'image, Alien. Comment on fait pour rendre au son, par exemple, le monstre qui sort des tripes des personnages, quoi. C'est avec le son, comment ça marche? Qu'est-ce qui remplace l'effet visuel incroyable? L'imagination. Non, effectivement, donc, Alien c'est très visuel, tout le monde connaît le monstre, c'est facile à visualiser, mais on a vraiment recréé en audio toutes ces sensations. C'est-à-dire qu'on parle de l'alien qui sort de l'œuf, tout le monde a vu, personne qui a vu l'alien, la sensation de ce monstre qui sort de l'œuf, qui sort de l'estomac. Donc vous avez tout ça en audio. Donc c'est un peu comme, et c'est les critiques qu'on lit aujourd'hui depuis la sortie d'Alien, c'est comme regarder un film et fermer les yeux. Donc vous retrouvez toutes ces sensations. Et c'est après à l'auditeur d'imaginer le reste. Mais c'est forcément un peu plus, parce que j'imagine que vous décrivez, si je regarde un film en fermant les yeux, je perds la moitié des informations. Vous, on a tout normalement, on a tous les outils. Donc ça c'est la magie du scénario. Donc d'où l'importance en fait d'avoir vraiment un bon scénariste qui est capable d'écrire pour l'audio. Le but, c'est pas d'avoir un texte qui décrit toutes les scènes. C'est vraiment les dialogues, c'est vraiment les actions qui se passent, qui décrivent et qui permettent de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Mais effectivement, c'est toute l'importance de la scénarisation d'un texte dans une création nationale. Et justement, vous disiez tout le monde connaît Alien. Beaucoup de gens, oui, pas tout le monde. Est-ce qu'on écoute de la même manière si on connaît déjà le film et si on ne le connaît pas? Et comment on crée ça pour que tout le monde puisse s'y retrouver? J'imagine qu'il y a deux niveaux d'écoute, forcément. Alors, je vais déjà peut-être présenter un peu Alien, la sortie des profondeurs, pour vous expliquer. Donc, c'est inspiré d'un texte de Tim Lebon qui avait écrit une trilogie qui se situe, en tout cas le premier épisode, entre le premier film de la saga et le deuxième. Donc,
certaines personnes connaissent Alien, savent que Ellen Ripley s'endort à la fin du film 1 et se réveille 50 ans plus tard dans le film 2. Donc Tim Lebon a imaginé ce qui s'est passé pendant ces 50 ans. Il l'a fait de façon très subtile puisqu'il ne révèle rien de ce qui se passe ensuite et il tient compte de ce qui s'est passé sans nécessairement, sans que ce soit obligatoire. Il y a une contextualisation au début qui fait qu'on sait qui elle se présente, on sait qui elle est, on sait ce qui lui est arrivé. Donc quelqu'un qui connaît l'univers Alien va vraiment y trouver un intérêt. Ah, enfin, on sait ce qui s'est passé, c'est intéressant. Quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Alien, il aura effectivement un deuxième niveau de lecture. Il aura vraiment du divertissement pur, il va apprécier l'action, il va apprécier effectivement les effets sonores, l'habillage sonore, et il va peut-être pas effectivement aller chercher dans le détail de qui sont ces personnages sans vouloir vous spoiler, parce que bien entendu vous allez tous écouter Alien et sortir de profondeur après ça, mais il y a des personnages qui reviennent qui ne sont pas censés forcément être là si on connaît le film 1, mais ça, ne pas connaître le film ne gâche rien au plaisir d'écoute. C'était un défi technique qui pour nous était nouveau par rapport au livre audio où on fait venir un narrateur, un comédien en cabine pour lire le texte, donc il a son texte devant les yeux et il parle dans le micro. Pour Alien, c'est une adaptation de la version qui avait été faite, la version britannique, et on voulait absolument garder toute la bande son originale, puisqu'elle était ils ont utilisé la bande son du film, donc de Fox, avec les vrais bruitages des aliens, et donc toute la spécificité du projet, c'était que c'était une méthode de doublage. Donc tous les acteurs sont venus en cabine, donc les 14 acteurs sont venus en cabine séparément pour lire leur script, mais ils devaient vraiment tenir compte du son. Et donc c'était aussi toute la technicité de la traduction, parce qu'il fallait que bien entendu ça cale exactement la même méthode qu'un doublage de film. Il fallait vraiment que les dialogues collent au bruitage. Donc ils sont venus chacun séparément pour lire leur partie. Et donc on avait fait appel aussi pour le personnage d'Ellen Ripley, on a fait appel à Sigourney Weaver, non, mais à Tanya Torrance, qui est donc la voix française de Sigourney Weaver, qui a pris beaucoup de plaisir à effectivement se replonger dans son personnage. Je vous rappelle qu'il y aura des questions tout à l'heure. Vous pouvez déjà commencer à les formuler dans votre tête, ça sera dans une petite demi-heure. Thomas Pinault, vous adaptez des bandes dessinées en son, en format omnisonore, donc, équivalent. Bon. Et comme disait Héloïse, pour Alien, c'est comme regarder un peu un film en fermant les yeux, pas tout à fait, mais regarder une bande dessinée en fermant les yeux, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on décrit exactement dans ce format-là? J'engage des comédiens comme sur Alien. Et ils jouent, donc après c'est à moi de bien les diriger, donner une bonne direction artistique pour qu'ils collent bien à l'image sonore que moi j'ai, que je veux donner après sur le rendu. Et ensuite c'est moi qui rajoute les ambiances, le bruitage et la musique en fonction de comment ils ont interprété aussi, parce que chaque jeu d'acteur, même si j'ai quelque chose en tête, le rendu n'est pas forcément pareil à chaque fois, et c'est souvent mieux, tant mieux. Et donc voilà, donc oui, c'est quelque chose qui est quand même très immersif, pareil. Et c'est aussi le procédé est différent, mais le rendu est sensiblement pareil. On fonctionne par scène, donc toute une scène, il y a un script, il le joue devant le micro, devant la caméra. Et pour les décors, pour l'ambiance de l'environnement des personnages. Et moi, j'aime bien enregistrer mes propres sons, donc j'ai une bande son utilisée, mais j'aime bien sortir dans la rue et enregistrer si le mec court dans la rue ou s'il est dans un port en train de chercher quelque chose. J'aime bien avoir les vraies ambiances pour que ce soit réaliste et voilà, et puis l'imagination de toute façon, oui, est capable de retranscrire beaucoup de choses et notre mémoire nous rappelle des souvenirs que nous on a vécu. La BD que j'ai adaptée, c'était un polar. C'était un polar en 2 épisodes. Mais potentiellement, oui, tout est adaptable. Moi, j'aimerais pour la prochaine peut-être aussi la science-fiction. Parce que la science-fiction, maintenant, l'univers sonore est hyper riche et c'est quelque chose où on peut vraiment s'amuser après en post-production, donc ça peut vraiment juste pas mal. Et évidemment, oui, il y a des droits d'auteur à payer. Et là, moi j'ai travaillé avec les éditions du Lombec à Strasbourg.
L'éditeur a été tout de suite emballé par le projet, j'avais préparé tout un argumentaire qui n'a pas pu être développé et il a de suite été emballé et on a très vite travaillé ensemble et ça s'est très bien passé. La BD c'est Trou de mémoire, pardon. C'est un homme qui se réveille complètement amnésique sur les docks de San Francisco. Et il se réveille avec une arme dans les mains et le cadavre d'une femme à côté de lui. Et donc il doit rechercher qui il est, tout en fuyant la police et d'autres personnes qui... Là aussi, je m'étonne, je suis curieux de savoir comment on peut adapter un magazine, parce que fatalement un magazine on le feuillette, on va chercher à la fin, au début, au milieu, comme on veut. Comment ça marche? Est-ce que c'est par article? Est-ce que c'est tout le magazine? Comment ça fonctionne? Oui, bonjour. L'enjeu, c'est déjà l'adaptation d'un article. On est dans une période où l'information est partout, elle est souvent gratuite, ce qui explique toutes les difficultés de notre industrie. Et si vous n'avez pas une information très particulière, très étonnante, et surtout si vous n'avez pas une vision et une personnalité propre, le public n'a aucune raison de vous acheter. Eh bien, dans l'adaptation audio, on se rend compte de la qualité d'écriture, mais surtout du fond de l'article. Et tous les articles ne sont pas adaptables, parce que tous les articles ne sont pas bien écrits, et surtout tous les articles n'ont pas le fond nécessaire. On parle d'écriture radio, c'est une écriture spécifique à la radio. Quand on passe à la presse écrite, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous reformulez les articles, vous les lisez tels quels, avec une interprétation telle que ça arrive à passer en format audio? Pas encore. On réécrit rien. Je ne suis pas sûr que la transmission audio d'un titre de presse écrite nécessite une réécriture audio. On est bien en immersion avec ce journal qu'on aime, qui n'est pas une émission de radio. Simplement, il faut que l'article ait soit dans son information, soit dans la trame du récit, une écriture qui imprime l'imaginaire immédiatement. Ce qui veut dire que très souvent, dans les essais qu'on fait, il y a des articles qu'on n'enregistre pas. On ne va pas donner le nom des auteurs, mais en général c'est parce qu'ils sont pas assez forts dans leur écriture pour imprimer l'imaginaire. Après, moi je trouve que c'est amusant parce que c'est une règle d'écriture journalistique. Même si on écrit pour la presse écrite, je trouve qu'un article de presse, ça s'écrit à haute voix, ça se pense à haute voix, ça doit être immédiatement audible, comme ici. Et tout ça, je trouve, est très révélateur d'une demande du public qui est vraiment forte, c'est pour ça que ce format a beaucoup d'avenir, une demande de sens et une demande d'expérience intime. C'est-à-dire que paradoxalement, votre Technicart, qui comme tous les titres de presse écrite, voit ses ventes régulièrement baisser toutes les décennies, on résiste bien, on est toujours là, mais c'est difficile pour la presse. Et bien tout d'un coup, l'expérience intime du magazine Technicart devient une expérience personnelle avec une sensation particulière, et c'est un nouveau média. Et c'est peut-être clairement l'avenir de la presse, parce que c'est une expérience unique, parce qu'on retrouve finalement la sensation de jouissance, osons dire le mot, de jouissance intellectuelle qu'on avait quand on découvrait la presse, parce qu'elle était le seul vecteur d'une information et d'une culture à laquelle on n'accédait pas. Et bien cette expérience-là du Technicart audio, finalement, elle n'appartient qu'à l'auditeur, qui s'en fait une perception vraiment très particulière. C'est comme lire un journal qui ne serait fait que pour vous, en immersion totale. Vous êtes et c'est là que l'article a intérêt à être bon. Parce que s'il est médiocre, s'il tire à la ligne, et que c'est écrit comme un mode d'emploi de médicaments, vous êtes mal barré, vous avez beau être un excellent acteur, vous n'arriverez pas à susciter l'intérêt. Alors pour des questions de cohérence avec le titre, on n'a pas fait appel à des acteurs, on y a pensé, parce que c'est pas du tout notre métier. C'est moi qui dois être la voix officielle du parti et des deux magazines dont je m'occupe, donc qui sont le magazine Technicart et le magazine Grand Seigneur que je vous ai amené. C'est notre nouveau bébé qui parle de cuisine. C'est un magazine qui est écrit de façon beaucoup plus imprimable, je trouve, sur l'imaginaire. Ça parle, c'est le magazine du plaisir à table, ça parle donc du plaisir d'être ensemble à table, ça parle de jouissance, ça parle de plaisir, ça parle de tas de bonnes choses à boire et à manger, et tout de suite, on est dans une lecture d'opérette, je dirais. C'est tout de suite très joyeux. Voilà, j'ai répondu un peu
Moi, il y a une question que je me pose quand même, c'est comment vous faites pour... Il n'y a pas de une par définition. Si, comment on hiérarchise les articles. C'est quand même aussi le rôle des journalistes et des gens de presse, n'est-ce pas? Comment ça se passe concrètement? On peut picorer donc, il y a un sommaire, on clique sur tel article. Alors, pour l'instant, on choisit 3-4 articles majeurs qui, bien évidemment, correspondent à la hiérarchie du journal. Il y a une part d'interprétation évidente. On a hâte, par exemple, de tester de nouveaux formats qui seraient des entretiens quasiment rejoués ou enregistrés en direct. C'est là où, tout d'un coup, la presse écrite se met à faire de la radio. Si vous faites un entretien croisé avec 2 personnalités pour la presse écrite, pourquoi ne pas la faire directement dans un studio radio, et spécialement celui où on va faire ces versions audio. Est-ce que les journalistes de Technica sont maintenant conscients que leur article est potentiellement audiolisable, je peux dire, est-ce qu'ils font justement attention à ça, ou est-ce que c'est encore trop marginal pour vraiment se préoccuper au moment de l'écriture? Alors, chez nous, c'est émergent, mais alors c'est très fort. On sent vraiment un regain d'intérêt et surtout un appétit pour cette écriture naissante et qui, je pense, peut-être va influencer l'écriture de certains sujets, comme l'Internet, quelque part, a influencé une partie du traitement de la presse. On restera de la presse écrite, mais c'est clair que, voilà, je vous dis, l'expérience est tellement extraordinaire et puis la presse est tellement en demande de nouvelles rencontres avec le public que je vois bien que mes confrères sont excités par cette histoire. Et je vous dis, ça remet en cause quand même les principes d'écriture, même si on reste dans un cadre de presse écrite, on se dit quand même, quand on publie un article, si on n'arrive pas à le lire sans y mettre de la vie, ça veut dire que c'est un article qui n'a pas de vie au départ, qui n'est pas bon. Héloïse, on revient à vous avec Audible. Donc vous avez fait cette Alien, qui est donc autre chose qu'un livre audio quand même, parce que ça va plus loin, et puis c'est pas tout à fait le livre qui est lu comme d'autres, comme les classiques par exemple, qui sont lus textuellement par le comédien. C'est quoi la suite? Est-ce que ce sont des créations purement originales de livres audio? Enfin d'ailleurs on dit pas livre audio, on dit... C'est bon. Nous, on parle de création unisonore. On dissocie vraiment le livre audio et la création unisonore. Alien, c'était le premier, la sortie des profondeurs. C'était volontairement une adaptation d'un projet de nos collègues en Angleterre, d'une part parce que ça a été un succès international, et d'autre part parce que c'était effectivement une référence. Donc, quitte à introduire quelque chose de nouveau en France, c'est vrai que c'était une idée d'utiliser un univers que beaucoup de gens connaissent déjà. On pense déjà à la suite. Il y avait d'autres créations unisonores déjà disponibles dans le catalogue. Par exemple, le studio Novelcast qui a réalisé le doublage et le montage de Alien à la sortie des profondeurs avait déjà créé une création unisonore qui s'appelle La Piste de l'Ogre, qui est aussi disponible sur Audible. Et donc nous, pour Audible Studio, on envisage d'autres créations. Donc on réfléchit déjà à Alien 2, qui va sortir là en Angleterre déjà, et vu le succès de ce premier tome, on y pense, et surtout on est en train de travailler sur notre première création unisonore française. Donc ce sera un projet qui est en développement, donc avec un auteur français, c'est pensé pour le public français et qui se passe à Paris. Donc, ça veut dire que vous recrutez des auteurs qui travaillent spécifiquement sur une nouvelle histoire, une nouvelle idée, spécifiquement pour le format audio omnisonore. Et est-ce que vous êtes un peu éditeur, est-ce qu'on vous envoie déjà des manuscrits omnisonores? Non. On a pas mal d'auteurs qui se disent intéressés par l'audio, effectivement. C'est un exercice qui est complètement différent. Donc on sait que quand on en parle aux auteurs, tout de suite il y a un intérêt, et oui, je veux bien m'essayer à l'exercice. Pour ce projet en particulier, dont je ne révélerai pas ni le thème, ni voilà, la sortie, parce que c'est vraiment un projet en développement, mais effectivement, on approche des auteurs en disant, voilà, on
on a cette idée, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est vraiment à eux après de s'emparer du projet et de le monter, et comme vous dites, pour l'audio. C'est-à-dire que c'est une écriture complètement différente, et c'est pour ça qu'un auteur qui a par exemple déjà une expérience de scénario ou d'écriture pour la télé et tout ça aura forcément une sensibilité autre qu'un auteur qui n'a écrit que pour le livre. On ne peut pas imaginer un auteur de BD qui écrirait une BD spécifiquement pour vous, une fois que ça aura vraiment explosé et que vous serez très très connu. J'ai été déjà approché par 2 auteurs de bande dessinée pour faire ce travail justement, qui seraient écrits en fonction pour moi, et en fait il y a des projets un peu hybrides avec... bon là, c'était déjà sorti, je crois que c'était France 2 qui avait fait un truc comme ça il y a longtemps, c'était de l'image qui défile avec une bande son derrière. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire de toute façon dans ce milieu-là, même si c'est pas de la bande dessinée à en parler. Peut-être sortir un peu du sujet, mais maintenant avec la réalité virtuelle qu'on connaît, l'audio est un peu délaissé derrière, alors qu'il y a quand même, avec les créations omnisonores, plus le 3D qu'on peut avoir, c'est un peu sans limite. Moi, oui, bande dessinée, il y a des auteurs qui me contactent. Pour l'instant, c'est jeunesse. Et moi, je ne voulais pas me mettre vraiment trop dans les enfants, parce que ça c'est déjà beaucoup, et je voulais justement faire des trucs comme ça plutôt avec un public d'adultes, et que même les adultes peuvent avoir à écouter des créations qui sont habituellement connues pour les enfants. Non, je n'ai pas de plateforme à moi, c'est Audible qui me distribue. Qui sont d'ailleurs qui me perdent vachement beaucoup. Mais c'est vrai, Olivier, Thomas l'évoquait, l'audio comme ça, la radio, je suis placé pour savoir, on a l'impression que ça, petit à petit, ça s'érode, qu'avec Internet, la réalité virtuelle, avec tout ce qu'on nous propose comme format, on a l'impression que ça reste maintenant dans l'autoradio, et puis c'est presque tout, quoi, sauf les vieux comme moi. Voilà, alors, est-ce que parce qu'on voit quand même le développement de podcasts audio, originaux, etc., il y a un vrai avenir dans l'audio, quoi. Oui, plus que jamais, il y a un avenir dans l'audio, spécialement pour la presse écrite, mais à partir du moment où ça reste de la presse écrite, c'est ça qui est particulier. L'Internet n'a pas révolutionné l'écriture du monde, il a amené une autre clarté d'écriture. L'interprétation audio d'articles de presse, c'est une expérience acoustique, mais c'est une expérience intime qui a... Je pense que ça doit rester de la presse écrite, c'est-à-dire que justement ça n'est pas de la radio, et la force de ce média, c'est de permettre aux lecteurs, auditeurs, de s'immerger totalement dans un contenu d'une très grande qualité. C'est là où je disais que le format audio est très intéressant parce qu'il ne tolère pas la facilité, et la presse magazine par exemple est très malade d'un contenu interchangeable, d'un contenu trop facile. Le lecteur est très exigeant en fait, d'une couverture ou d'un numéro sur l'autre. Il peut zapper quel que soit son âge ou son profil. Les gens ne sont pas dupes du tout. Et tout d'un coup, quand une histoire est passionnante, pour parler par exemple d'un magazine qui n'est pas le mien, le Monde Magazine par exemple, vous avez les fans du Monde Magazine, ils sont fans du travail de certains journalistes. Et quand, je pense spécialement à une journaliste en particulier, n'est pas sur le numéro, ils l'achètent pas parce qu'ils savent que ça décote. Parce que ces articles sont des histoires incroyables. La journaliste, c'est Raphaël Baquet, c'est une des plus grandes journalistes politiques françaises, et ces histoires sont des romans incroyables. Eh bien, l'audio peut permettre, je trouve, à la presse de se remettre en cause sur un contenu d'une très très grande qualité, parce que c'est une expérience d'une très grande qualité. Donc tout d'un coup, vous choisissez de découvrir en audio un article très fouillé sur un article de rap, sur un groupe de rap, mais il faut que ce soit, voilà, c'est pas parce que c'est l'audio que ça doit être un format basé sur le rythme de la radio, c'est un format basé sur le son, la richesse d'écoute, mais aussi la densité. Héloïse, justement, Olivier parlait de Raphaël Baquet qui est une star du journalisme. Est-ce que pour enregistrer vos livres audio, il y a des stars de la comédie audio, si je puis dire? Et est-ce qu'on va chercher plutôt un acteur célèbre qui ne serait pas forcément habitué à ce format, ou est-ce que dans ce milieu
des comédiens audio, je sais pas si ça existe. Est-ce qu'il y a des stars? Il nous faut absolument Jean-René Pascal, parce que c'est lui la star et personne ne le connaît. Mais dans le milieu, vraiment, il y a une voix qui est faite pour ça. Et ça existe. Il y a des stars de la narration. On est en train de créer des stars de la narration. C'est un vrai métier. On travaille avec beaucoup de comédiens qui ne font que de la narration du livre audio, mais qui sont par ailleurs souvent des voix de doublage du cinéma ou même acteurs sur scène. Donc la question de célébrité ou non est vraiment un choix éditorial et c'est aussi un choix financier. Pour la production. Certains éditeurs vont vraiment faire le choix de mettre une voix pour porter un livre. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler avec nos narrateurs professionnels qui commencent à avoir leur notoriété et c'est vrai qu'on voit ce phénomène de certains auditeurs qui vont choisir un livre juste parce qu'il est narré par. Puis c'est 25 heures, ça peut être 30 heures, si on n'aime pas la voix, c'est terrible, c'est foutu quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Quand vous adaptez comme cela une œuvre originale, est-ce que vous travaillez avec l'auteur dans l'adaptation en scénario? Pour le cas de Alien, la sortie des profondeurs, ça a été effectivement inspiré d'un roman, mais ça a été ensuite scénarisé. Donc on a fait appel à Dirk Maggs, qui est le grand monsieur de la BBC, qui a créé beaucoup de pièces radiophoniques depuis de nombreuses années pour la BBC, et qui a effectivement dû tout réécrire pour créer à la fois le scénario, les dialogues et toute l'ambiance d'Alien, la sortie des profondeurs. Sinon, si on avait fait appel à une voix, on serait vraiment dans le livre audio et non pas dans une création. Est-ce que ce monsieur a travaillé avec l'auteur? Est-ce qu'il a collaboré avec l'auteur? Dans ce cas-ci, non. Enfin, il y avait bien entendu la question des droits, mais ils n'ont pas travaillé main dans la main. Et je pense que Tim Legon a vraiment fait confiance à Dirk Maggs pour ça. Mais bien entendu, par exemple, si nous, aujourd'hui, pour nos futurs projets sur une création française, bien entendu, l'idée, c'est d'avoir vraiment un duo entre un auteur qui est soit lui-même scénariste et qui peut imaginer sa création unisonore, ou qui travaille main dans la main pour l'élaborer ensemble. Moi, pour la bande dessinée, j'ai pas besoin en gros de travailler avec l'auteur parce que son récit est déjà scénarisé, c'est déjà des dialogues qu'il y a de bout en bout. Alors après, c'est vrai que pour l'adaptation après en audio, vu qu'il y a déjà les dessins sur la bande dessinée qui permettent d'expliquer souvent l'histoire, c'est à moi de travailler sur bien faire une bonne ambiance sonore qui retranscrit bien tout ça, donc avec tous les bruitages, les ambiances, les personnages qui se déplacent dans l'environnement, stéréo, droite à gauche. Il nous cède les droits pour l'utiliser. Moi, dans mon cas, il a été très cool parce qu'il a dit ok, tout me va, tu peux retravailler même si tu veux les dialogues en eux-mêmes pour que ce soit plus facilement compréhensible. Mais en général, moi, je fais un travail, j'essaie vraiment de plutôt compenser avec le son et l'ambiance sonore que de retravailler ces dialogues. Il y a un vrai travail sonore. Olivier, de la même façon, est-ce que les journalistes ont leur mot à dire sur l'adaptation sonore? Parce qu'on sait que dans la presse écrite, il y a ce qu'on appelle les secrétaires de rédaction qui, pour le format papier, corrigent les fautes, reformulent s'ils trouvent ça mal dit, etc. Et ça peut créer parfois quelques frictions entre journalistes et secrétaires de rédaction. Est-ce que vous avez ce rôle-là? Est-ce que les journalistes peuvent venir vous dire non, mais attends, tu m'as enlevé cette phrase, ça va pas du tout? Non, c'est trop émergent encore. C'est un peu la dictature. Ils n'ont pas trop le choix. Mais la question est juste, c'est comme c'est en plein développement, ça doit reposer sur un dialogue avec les journalistes. C'est pas, voilà, on fait pas du théâtre municipal sur la base d'un article de presse. Je pense que ce dialogue-là, il est à double sens. Et quand on parlait d'écriture, de format audio de la presse, ce qui est clair, c'est qu'à la fois ça ne doit pas devenir de la radio, et en même temps ça doit accompagner cette école d'écriture qu'on appelle, c'est un mot horrible, qu'on appelle le storytelling. Le storytelling en presse, ça veut dire scénariser une histoire, ça veut dire dire la vérité, mais la dire d'une certaine manière pour en favoriser l'intérêt de lecture. Si je vous prends, regardez, alors, je vous ai amené ce numéro-là, je l'aime beaucoup parce que c'est très storytelling. Vous avez François-Xavier de Maison, qui est donc un acteur très sympathique,
et qui est un dingue de vin. Dingue de vin et de cuisine, et il a une passion personnelle pour ce qu'on appelle les vins naturels, les vins bio, qu'il achète en grande quantité. Il a une cave fantastique, etc. Énormément d'amis vignerons. Cet entretien, il pourrait être un entretien lambda, bonjour monsieur de maison, quel vin aimez-vous, etc. Non, on a scénarisé, ça c'est du storytelling, c'est avec sa complicité, hein, bien sûr. Il nous a dit, pour moi, les vins naturels, c'est la nature, c'est le naturisme un peu. Donc j'ai envie de poser nu, sous un tablier de caviste, dans ma cave, en train de ranger mes bouteilles de vin pour être en fusion avec les éléments naturels de la biodynamie. Alors j'ai dit, chiche, on y va. Et on a fait un petit peu tricher, la photo est faite en studio. Mais l'histoire, elle est racontée de telle manière qu'elle dit « Bonjour François-Xavier de Maison, comment allez-vous ?» Alors vous rangez vos bouteilles, et le type est à poil, et on comprend qu'il y a une situation très particulière. On se retrouve avec un monsieur qui est entouré de bouteilles de vin, qui picole un peu, et qui est complètement nu sous un tablier. Bon, ça c'est du storytelling, c'est pas pour mentir, c'est pour s'amuser autour d'un sujet intéressant et en faciliter la lecture. Et bien ce type de storytelling, je pense qu'il peut effectivement se développer aussi en audio, c'est-à-dire ne pas rester tributaire de l'écrit, le gars qui est devant son ordinateur et qui écrit son article, penser un peu, scénariser un peu son histoire pour toucher le plus grand monde, ça peut être intéressant, mais je vous dis, ça doit rester de la presse écrite, pas de la radio, c'est-à-dire quand même du fond et de la durée. Héloïse, comment fonctionne très concrètement la plateforme Audible? J'ai regardé un petit peu, il y a des livres qui sont suggérés, il y a des catégories, ça va être extrêmement compliqué de hiérarchiser ces audio, qui décide, comment ça marche? Sur notre plateforme, donc, on a notre catalogue et on peut chercher dans différentes catégories. Donc on a effectivement une page avec les meilleures ventes. Une page avec les meilleures ventes. On peut aussi chercher par genre, puisque tous les genres sont disponibles en audio. Donc quelqu'un qui veut écouter un thriller va aller directement dans la catégorie thriller, science-fiction, romans sentimentaux, développement personnel. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement des catégories. Après, notre service est fait effectivement avec des recommandations basées sur les achats précédents ou sur les titres regardés précédemment. Et évidemment, c'est sur smartphone, on peut aussi aller sur internet. Est-ce qu'on peut l'acheter éventuellement en version CD? Alors nous on est en format numérique, donc on a effectivement l'application et le Android et iOS, et on a aussi le site internet. Sur Audible, c'est qu'ils n'ont pas fait de format CD, c'est vraiment tout en digital, parce que maintenant on se dépasse beaucoup plus et on a toujours avec nous notre smartphone. Et je trouve que c'est plus dans l'air du temps de proposer tout ça en digital qu'en format CD. Plutôt que moi là, je viens d'acheter une voiture, j'ai pas de lecteur CD dans la voiture. C'est une option. Et il y a plein d'exemples comme ça. Les Mac, maintenant les nouveaux Mac n'ont plus de lecteur CD. Après on peut discuter, savoir si c'est triste ou non, mais souvent c'est plutôt comme ça. Est-ce que vous, Thomas, vous avez déjà des retours de certains lecteurs? Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui marche très très bien? Pour l'instant, c'est tout nouveau. Alors j'ai quelques retours qui sont à chaque fois agréablement surpris, et il faut vraiment pousser en fait pour les forcer à découvrir que c'est pas simplement un comédien qui un numéro entier, mais plusieurs comédiens qui jouent. Et une fois qu'ils ont fait l'expérience, ils sont là et disent en fait ouais, c'est vachement bien, c'est hyper immersif et on y croit à l'histoire. Donc ils sont plutôt très bien accueillis. Et vous, Olivier, même question, les lecteurs, ça commence? Ouais, c'est émergent quand même. Ça commence à s'accélérer, et surtout je pense que ça va décoller à partir du moment où on va trouver le moyen de mettre en audio des contenus exclusifs. C'est-à-dire par exemple, vous publiez un entretien avec Gérard Depardieu. Bon, c'est une immense personnalité, ça intéresse beaucoup de monde, mais il serait intéressant que la version audio soit totalement exclusive sur un point en particulier. Par exemple, je ne bois que de l'eau, etc. Vous voyez, un contre-angle, quelque chose qui tout d'un coup suscite l'intérêt et soit une exclusivité qui ne puisse être consommée que en audio. Là, à partir de ce moment-là, il va y avoir une adhésion de plus en plus forte, et surtout, je trouve un renforcement
des marques globales médias, c'est-à-dire Technicart ou Renseigneur, reste de la presse écrite, mais à terme, ça vient des marques médias à consommer sur son téléphone, par exemple en audio. Bon, et bien s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Donc je rappelle, Audio Picture, la bande dessinée adaptée en audio pour Thomas Pinot, Olivier Malmy pour Technicart façon sonore, et puis Héloïse pour Audible, et donc tout ça est sur Audible d'ailleurs. Et Ariel surtout la nouveauté Omnisonore et Technicart. Merci beaucoup.